Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire que nous organisons au LEM pour échanger sur les questionnaires patients, les prompts, les prumps, leurs usages et leurs enjeux pour le médicament et son utilisation. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir pour cet échange que nous allons avoir pendant 1 heure le professeur Isabelle Durand-Zaleski. Bienvenue Isabelle, bonsoir, qui est professeure de santé publique et directrice de l'unité de recherche clinique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, d'Île-de-France. Nous accueillons aussi Joël André Vert, chef du service engagement des usagers à la HAS. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Jean-Philippe Plançon, vice-président de l'Alliance Maladies Rares et président de l'Association française contre les neuropathies périphériques. Bonsoir Jean-Philippe. Et Thomas Séjourné, merci d'être présent également, responsable de l'unité de données de vie réelle de Sanofi Aventis France. Merci à tous les quatre d'être présents. Nous avons 1 heure d'échange ensemble qui va se partager par évidemment un temps d'intervention de nos intervenants du jour. Et puis, bien entendu, aussi un temps de questions-réponses à la fin de cette heure, au bout de 45 minutes de cette réunion. Je vous engage d'ores et déjà à poser vos questions, et nous ferons les réponses sur le chat et elles seront traitées autant que possible à la fin de cette réunion. Vous êtes nombreux à être connectés, nous en sommes ravis, vous êtes plus de 300 à être parmi nous ce soir et donc c'est témoigne de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est évidemment important pour nous tous. Je rappelle simplement en quelques mots la genèse de cette réflexion au périmètre du LEM et des entreprises du médicament. Il y a maintenant 2 ans, dans le cadre d'un comité d'entreprise du médicament réuni autour des enjeux patients, a été questionnée la façon dont nous pouvons contribuer à un meilleur usage, à une meilleure utilisation, à une meilleure documentation des perspectives patients, notamment pour le médicament. Et donc ce comité patient a conduit une étude en janvier 2022 qui est disponible ou qui sera disponible sous peu sur le site du LEM, qui avait vocation à faire un état des lieux de l'utilisation de ces prompts et de ces prumps par les associations, pour les associations de patients et pour les patients, et notamment par les entreprises du médicament. Voilà, donc fort de ça, on constate aussi l'hétérogénéité de l'expertise dans notre monde industriel, mais aussi, je pense, de part et d'autre, tout en sachant combien ce sujet est devenu absolument majeur, prioritaire et d'intérêt partagé. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire un état des lieux aujourd'hui, dans un premier webinaire ce soir pour se poser la question de savoir quels en sont les principaux enjeux et les principaux usages de la part des différentes participants à cette table ronde. Et puis un deuxième webinaire qui se tiendra lundi prochain à la même heure, qui permettra d'échanger sur les questions de méthode et la façon dont ces prompts sont recueillis. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Je vais tout de suite passer la parole au professeur Isabelle Durand-Zaleski et peut-être avec d'abord une question de définition. De quoi parlons-nous, Isabelle, autour de ces recueils, de ces perspectives patients? Comment est-ce que vous pouvez les qualifier? Quelles sont pour vous les grandes tendances en termes d'usage que vous voyez aujourd'hui dans vos activités variées? Alors merci. Donc sont des acronymes anglais, hein, PROM-PREM. Le O, donc à chaque fois, le PR, c'est Patient Reported. Le O, c'est Outcome. Donc Outcome, c'est ce qu'on appelle le critère de jugement dans un essai clinique. Et même dit de manière plus, à mon avis, plus large et plus simple, c'est qu'est-ce qui nous fera dire à l'issue d'un essai clinique que le traitement expérimental est efficace et qu'il faut le déployer. Donc O, Outcome, M, Measure. Et pour le E, c'est expérience. Donc là, c'est l'expérience patient et c'est la manière dont le patient a navigué dans le système de soins et l'expérience qu'il a eue de ses rencontres avec les différents professionnels de santé. Mais ça peut être également l'expérience qu'il a de la prise d'un traitement, c'est-à-dire oral, IV, douloureux, indolore, etc., etc. Donc ça, c'était des définitions un peu larges. Alors maintenant, comment est-ce que ça s'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait en pratique? Donc, à l'évidence, c'est indispensable dans un essai clinique. C'est indispensable d'y penser au moment où on construit le protocole. Et c'est là où on a vraiment vu, il y a déjà longtemps, hein, avec le sida, à quel point l'implication des associations de patients
à initialement la rédaction du protocole, donc aux étapes les plus précoces de la mise sur le marché d'un médicament était fondamentale. Et donc c'est vraiment la phase rédaction du protocole, construction des critères de jugement, donc des O, hein, du outcome, qui va être déjà le premier moment où on doit se pencher sur les prompts. Ensuite, au moment donc effectivement de la soumission d'un dossier pour un médicament, d'un dossier de remboursement, les résultats, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça dit? Comment est-ce que le médicament réussit non seulement à sauver la vie des gens, prolonger l'espérance de vie, mais également prolonger, améliorer la qualité de vie et améliorer les critères qui sont considérés les plus importants par les patients. Et je pense que c'est vraiment ça le point clé là-dedans, c'est de se dire il y a des critères qu'on appelle durs, hein. Donc la survie, un certain nombre de biomarqueurs, de l'imagerie, etc. Et puis il y a les critères qui sont importants pour les patients, donc être en vie, je pense que c'est aussi important. Mais d'autres critères qu'on mesurait peut-être historiquement moins souvent et moins bien, et qu'on essaye de mesurer de mieux en mieux. Et je pense que justement, c'est que ça va être aussi la suite de la discussion. Et puis ensuite, une fois que le médicament est sur le marché, il y a les PROM vont servir et les PREM, hein, à voir ce qui se passe. Et comment les patients, en effet, vivent mieux avec le traitement, et est-ce que le traitement a finalement répondu aux attentes qui étaient suscitées avec les résultats d'essais cliniques. Donc voilà un petit peu le panorama que je peux dresser. Si je peux me permettre juste, vous me faisiez une analogie tout à l'heure pour préparer cette réunion dans le domaine de l'aviation, pour distinguer les PROMS et les PREMS, Ah au-delà des oui, oui, acronymes. oui. Je pense que c'est intéressant que vous la Alors repartagiez. voilà, Parce qu'elle est... c'est juste pour simplifier effectivement assez grossièrement. Si vous faites l'analogie transport aérien, donc le O, l'outcome, c'est je vais de Paris à New York et j'arrive entier et éventuellement avec mes bagages. Donc ça, c'est outcome, hein, c'est je suis en vie et mes bagages sont là. Et expérience, c'est comment s'est déroulé le vol. Est-ce qu'il était retardé? Est-ce que j'étais confortable? Est-ce que j'avais à manger, etc., etc. Voilà. Moi, j'aime bien ces analogies. Elles sont simples et elles permettent bien retenir ce dont on parle. Merci Isabelle pour cette première état des lieux définition. Alors Joël André Vert, en tant que chef de service mission engagement des usagers, vous êtes en responsabilité de cette activité depuis maintenant longtemps, mais quelques années à la HAS. Je dis ça parce que la HAS s'est fortement engagée sur l'engagement des usagers ces dernières années. Donc peut-être nous indiquer dans quelle mesure elles aident à travailler ou à conduire les recommandations, les éléments que vous souhaitez documenter à la HAS. Comment est-ce que vous avez mis en place ce dispositif? En gros, quels en sont les usages que fait la HAS de cela? Merci. Alors, la HAS fait des usages des PREMS et des PROMS dans deux grandes directions, principalement. La direction d'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins, qui, depuis 2016, a mis en place le recueil systématique de critères d'expérience, donc les PREMS, autour du dispositif dit ISATIS, qui est donc un dispositif qui recueille l'expérience des patients et leur satisfaction au cours de l'hospitalisation dans différents secteurs. Donc ça, c'est déjà une très grande utilisation des PREMS et qui a pour objectif de pouvoir donner des éléments qui soient comparatifs d'un établissement de santé à un autre, donc dans un objectif de comparaison au niveau national. Les PREMS sont utilisés dans ce cadre, sont réalisés par la Haute Autorité de Santé en collaboration avec des patients et des associations de patients. Et donc, dès la construction en fait, du questionnaire, les patients vont être impliqués. Ce qui fait le lien avec ce qui je suis aujourd'hui au sein de la Haute Autorité de Santé, c'est effectivement l'engagement des usagers. Et pour nous, il y a des choses qui sont très importantes pour que les PREMS et les PROMS reflètent un réel engagement des personnes. C'est que d'une part, il faut qu'ils soient présents dans la conception de l'outil. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de PREMS et de PROMS, surtout, qui n'ont jamais impliqué des usagers dans leur conception. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Et puis, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des résultats, qu'ils soient recueillis au niveau individuel ou qu'ils soient recueillis au niveau collectif, c'est-à-dire comment le patient est informé de ce qu'il a rapporté et comment il peut, à partir de ces résultats, éventuellement pouvoir impacter des plans d'action d'amélioration dans l'espace amélioration de la qualité de la sécurité des soins.
Donc ça, c'est un des premiers éléments. Dans cette direction aussi, on s'intéresse aux prompts pour leur utilisation courante dans la pratique clinique. C'est-à-dire que certains prompts sont tout à fait sensibles pour voir des changements même assez fins. Et ce sera surtout, dans ce cas-là, des questionnaires qui sont des questionnaires plutôt spécifiques d'une pathologie donnée, qui sont beaucoup plus sensibles que des questionnaires génériques pour toutes les pathologies. Sachant que les questionnaires génériques sont plus facilement utilisés dans la recherche clinique ou la recherche médico-économique. Donc voilà les deux utilisations et dans ce cadre, la HAS a produit un certain nombre de guides pour aider les cliniciens à mettre en œuvre les prompts dans leur pratique clinique pour un suivi régulier du patient ou de pouvoir comparer des groupes de patients en fonction de leur pratique en vie réelle. Voilà, et la deuxième grande direction qui promeut les prompts, c'est donc la direction de l'évaluation et de l'innovation, de l'accès à l'innovation, donc, qui, dans le cadre notamment des évaluations en vue du remboursement des médicaments, va favoriser l'utilisation de prompts, et notamment dans les études post-inscription ou dans les études qui sont en lien avec l'accès précoce. Donc là, ce sont deux domaines dans lesquels la HAS promeut les prompts à titre de... donc pour un peu un focus sur l'accès précoce, si vous voulez, en 2 ans de cette réforme, on a eu 98 protocoles d'utilisation thérapeutique et recueil de données qui ont été réalisés. Dans ces 98, 40% sont en pré-AMM, donc en pré-autorisation de mise sur le marché. Et dans ce cadre-là, il y a systématiquement un recueil de données. Et systématiquement, on demande que dans ces données, il y ait au moins un PROMS, donc en général un questionnaire. Les prompts peuvent être sous questionnaire auto-renseignés par le patient, peuvent aussi s'administrer de manière plus indirecte par l'intermédiaire du clinicien qui va poser les questions au patient, ou ça peut être aussi, pour certains, du recueil à distance avec un entretien à distance. Donc, ces prompts peuvent aussi être adossés à un registre, et ça a été le cas voilà, dans un certain nombre de dossiers. Ce qu'il faut savoir au niveau des prompts, au niveau de la Haute Autorité de Santé, dans le cadre de l'évaluation des médicaments, c'est que pour l'accès précoce, les associations de patients peuvent avoir accès au protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données, et donc donner leur avis à ce niveau-là. Les prompts sont proposés par les industriels lorsqu'ils déposent le dossier, mais les associations de patients peuvent le solliciter, et sous réserve d'un engagement de confidentialité et que ce soit bien une association avec donc dûment déclarée, à ce moment-là, a priori, la HAS va accepter de transmettre le protocole d'utilisation thérapeutique pour que les associations de patients puissent éventuellement dire nous, on souhaiterait plutôt tel PROMS que tel autre, puisque dans certaines pathologies, plusieurs PROMS peuvent exister, et notamment pouvoir réclamer plutôt un PROMS spécifique qui est en général plus sensible sur les données d'efficacité, et donc est parfois quand même plus utile pour eux aussi pour mettre en évidence les aspects sur lesquels c'est important pour eux. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette première partie. Merci pour ce premier point. Est-ce qu'on peut dire, juste pour relancer sur un point, est-ce qu'on peut dire que le travail qui a été fait à viser des établissements de soins initialement dans le cadre des travaux sur d'ISATIS et de l'évaluation de la qualité est antérieur et potentiellement plus structuré quant à son utilisation finale, puisque, sauf erreur de ma part, ça fait partie des éléments qui viennent rentrer dans la certification des établissements de soins, dans les critères de qualité d'ISATIS, et qu'on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus une route qui est en train de se dessiner sur la façon dont c'est utilisé, notamment sur l'évaluation des produits de santé. Ou est-ce que je me trompe en vous posant la question comme ça ? En tout cas, il n'y a pas de lien direct pour moi sur les pratiques d'amélioration dans des pratiques hospitalières notamment. Il y a des projets de développement des PREMS dans d'autres. Aujourd'hui, c'est pour le court séjour, donc médecine, chirurgie, obstétrique. C'est pour l'hospitalisation à domicile. Voilà, pour le soin de suite et réadaptation. C'est en cours de développement pour les hospitalisations en psychiatrie. Voilà, il y a des situations plus spécifiques qui demandent justement, où on essaie d'avoir des questionnaires aussi d'expérience qui soient plus spécifiques pour certains types d'hospitalisation que pour d'autres. Je ne pense pas que ce soit les mêmes outils qui puissent être utilisés pour l'évaluation du médicament.
Mais évidemment, un des enjeux pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment les patients vont être intégrés à l'exploitation des résultats et vont être intégrés pour mettre en place des plans d'action d'amélioration. Et je pense qu'au niveau du médicament, on pourrait tout à fait imaginer aussi des choses comme ça dans le devenir. C'est-à-dire, il y a l'utilisation pour le patient lui-même dans son suivi clinique et il y a l'utilisation dans le cadre de projets de recherche ou d'évaluation pour voir quel intérêt certains traitements peuvent avoir. Et puis, il y a ensuite aussi l'intérêt pour améliorer les traitements actuellement disponibles pour justement impacter sur des facteurs importants pour les usagers. Mais là, il faut qu'ils soient présents dans la conception. Merci. Donc, Jean-Philippe Plançon, au titre de l'Alliance Maladies Rares, donc peut-être du champ des maladies rares, si ce n'est de toutes les visions d'attente patient, Joanne André-Vert soulignait l'importance de l'implication des associations de patients dans la conception, potentiellement dans l'analyse aussi, ou la façon dont on prend en compte ces résultats. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cette interface avec les associations de patients, notamment avec les entreprises, mais aussi potentiellement avec la Haute Autorité de Santé dans le domaine, autour des PRUMS, et quelles sont pour vous les attentes que vous exprimez autour de ces PRUMS? Je crois qu'on peut, on peut être satisfait, très satisfait qu'aujourd'hui ce sujet soit mis en avant et merci, bravo de vous en saisir également. J'ai eu la curiosité juste avant d'arriver de regarder sur PubMed ce que nous disaient les dernières les publications autour des PROMS. En 1975, vous aviez une publication sur le sujet des PROMS. En 2310, en 2010, 879, en 2022, 6187. Tout ça pour dire que l'engouement est réel. Pour aller très vite vers les maladies rares, en 1990, on avait une publication qui intégrait les PROMS. En 2022, 74. Alors, le sujet est évidemment aujourd'hui essentiel pour nous malades parce que prendre en compte des critères de vie, pas de vie réelle, mais de vie avec la maladie au regard d'un traitement qui a été proposé est évidemment essentiel. Vous évoquez la question de la création de ces outils. Bah oui, c'est vrai, vous avez raison. La plupart des PROMS ont été créés à l'occasion d'essais cliniques ou dans un cadre académique extrêmement précis et n'intégraient pas ou très peu les usagers, ou alors s'ils les intégraient, c'était dans une visée très précise, dans le cadre, encore une fois, d'inclusion d'une population donnée. Là où nous devons collectivement être attentifs, c'est sur les outils que nous utilisons. Je prends des outils de qualité de vie. Aujourd'hui, il ne suffit pas de se dire, me semble-t-il, que les PROMS, il faut en mettre partout, parce que c'est ça. Pour nous, patients, pour nos représentants de patients, c'est évident. Mais de nous interroger collectivement, encore une fois, sur la manière dont les outils que nous allons proposer sont pertinents pour la population étudiée. Et pour en venir aux maladies rares, évidemment, c'est un enjeu majeur parce que lorsque vous avez une très faible population de malades, voire une très faible population de malades, évidemment, les outils que nous allons utiliser sont des outils sur lesquels nous devons prendre le temps d'être extrêmement précis. Bon voilà, je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui se met en place de plus en plus fréquemment. Oui, je vais noter le caractère des maladies rares toujours. Nous sommes sur des maladies qui sont souvent multisystémiques, qui sont des maladies avec des symptômes parfois rares, extrêmement rares, et sur lesquels ça n'aurait aucun sens d'appliquer finalement des outils trop larges. Alors sur l'évaluation du médicament, beaucoup reste à faire. Nous sommes tous en chemin, je crois, sur ce sujet-là. Là encore, ce sera d'une responsabilité collective et d'une attention collective de mettre en évidence des critères essentiels pour les malades. Si on prend la qualité de vie, qui est un critère extrêmement large, de quoi parlons-nous? Des outils de qualité de vie, de mesures de qualité de vie, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous pertinents? Évidemment non. Lesquels allons-nous choisir? C'est un enjeu, un pari. Sur des traitements qui, aujourd'hui et demain, seront des traitements extrêmement coûteux pour la collectivité, et c'est un patient qui vous parle,
nous devons être attentifs sur les critères d'évaluation que nous allons mettre en place. Et là encore, voilà, ça ne peut qu'être un travail d'équipe à la fois entre les industriels, bien entendu, les autorités de santé régulatrices et les associations de patients et les patients eux-mêmes. Sur le sujet précisément des maladies rares, lorsque des questionnaires sont conçus avec les industriels ou par les industriels, en général, c'est une question, elles se font en interface avec les associations concernées, du moins dans le domaine que vous connaissez, ou insuffisamment de votre point de vue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il faudrait regarder dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que, ça ne doit plus arriver. Un industriel qui aujourd'hui s'engage sur la voie de la création d'un outil de mesure qui reprenne des données de vie, du patient, hein, des données psychosociales. Ça serait absurde de se reposer uniquement, de le faire sans patient. Vous avez on le voit encore, hein, vous avez des entreprises qui font très bien les choses, mais qui mieux qu'un patient, qui mieux que des représentants de patients, qui mieux que des aidants peuvent apporter une voix de ce qu'ils vivent au quotidien, très honnêtement. Bien sûr. Ça me permet assez naturellement de me tourner vers Thomas Séjourné. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans la pratique qui est la vôtre, les choses se mettent en place? Parce que vous avez un périmètre qui s'appelle Données de vie réelle. C'était le titre, votre titre, Thomas. Est-ce que c'est quelque chose qui, systématiquement, lorsqu'on s'intéresse aux PROMS, vous amène à travailler avec des associations de patients? Pourquoi est-ce que vous les construisez, vous, dans le périmètre de vos activités chez Sanofi aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez cette utilisation par les entreprises du médicament? Globalement, en fait, je vais rejoindre sur pas mal de points mes compatriotes, on va dire, dans le sens que, en tant que participant à la définition, en tant que créateur, en tant que régulateur, vous avez soulevé des points qui sont essentiels, puisque pour nous, en tant qu'industriels, c'est globalement très accepté, et même, c'est pas encore la pratique courante, mais c'est utilisé tout au long du cycle de vie du médicament. La perspective du patient est maintenant centrale pour la définition des objectifs, sur la création même du design des études, et à n'importe quel moment du cycle de vie du médicament, on va devoir utiliser ces données et cette perspective unique que les patients peuvent nous apporter. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois d'inclure la perspective du patient et des associations patients en fonction des besoins, puisque c'est très normé, les PROMS. Et donc en fait, il y a des questions particulières, c'est un cas d'usage particulier, et c'est aussi un frein à leur utilisation, en fait, dans le sens où les patients ont des fois du mal à comprendre pourquoi on pose ces questions, puisque nous, on a des objectifs donc, qui sont de résultats, d'outcome, alors que le patient, c'est plus effectivement son ressenti. Donc il y a une subjectivité qui... Voilà. Mais l'intégration des associations patients est essentielle. Et pour revenir en fait au cœur du métier de ce que nous faisons dans l'industrie, ça apparaît à n'importe quelle étape, que ce soit en pré ou en post mis sur le marché, que pour la définition des populations, leur compréhension, pour affiner nous-mêmes nos critères d'inclusion ou d'exclusion, que ce soit pour les accès précoces avec les fameux PUTRD, dont le recueil de données est un élément essentiel, complexe à mettre en place, mais essentiel. Et après, pour tout ce qui est de soumission réglementaire, donc le dépôt d'AMM, les remboursements, les discussions, les négociations de prix, sont des éléments de dossier qui vont apporter des choses, même si la valorisation est encore, il y a encore un peu de chemin à faire sur leur valorisation, puisque l'évaluation clinique se fait sur des critères vraiment très cliniques, mais la subjectivité qu'apporte ou la vision qu'apporte le patient n'est pas encore valorisée complètement dans sa juste valeur. Après, effectivement, même en post-AMM, le suivi des populations et la compréhension sur le long terme des populations nous amène à conduire des PROMS pour justement continuer à accompagner les patients après la prise du traitement. Donc voilà, c'est un élément essentiel qui est encore émergent s'il y a des complexités à les mettre en place. C'est pas anodin, c'est pas de la vie réelle, donc il va y avoir une collecte sur les données déjà créées. Là, c'est la mise en place d'un protocole standardisé de collecte d'informations, donc qui nécessite des moyens, qui nécessite toute une organisation et une difficulté des patients en fait à compléter à travers les méthodes. Voilà. Pour nous, c'est un élément essentiel. Parce qu'on peut, merci Thomas. Là, juste, je voudrais rebondir sur le dernier point, parce qu'on évoque le sujet, et vous êtes alors
peut-être Isabelle, vous voulez reprendre la parole sur le rôle des professionnels de santé aussi sur ce suivi et l'accompagnement de ces questionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui on a un sujet d'éducation, d'information, d'optimisation de ces professionnels de santé dans le domaine, ou est-ce que, comme ça a été fait, mais peut-être plus sous contrainte dans les établissements de soins, Joël André-Vert, les choses se sont faites parce qu'il y avait des protocoles, les systèmes ISATIS qui venaient s'implémenter de façon obligatoire, je dirais, dans les établissements de santé. Chez les professionnels de santé aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a un sujet autour de ça pour, je dirais, collectivement, comme vous le disiez tout à l'heure Jean-Philippe, s'élever sur une meilleure compréhension et utilisation de ces questionnaires? Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Isabelle, si vous voulez commencer, Jean-Philippe. Donc sur le suivi, après, entre guillemets, en vie réelle, hein, donc il y a effectivement le suivi formalisé en vie réelle qui est les cohortes. Et dans la plupart donc, des cohortes, les registres. Et là, effectivement, c'est mis en place de manière de plus en plus systématique. Alors, par exemple, ce qu'il faudrait, c'est que, par exemple, dans le cas des maladies rares, ce soit implémenté, installé dans la BMDMR. Hein. Mais effectivement, pour un certain nombre de registres et de cohortes que je connais, oui, systématiquement, il y a un recueil de qualité de vie. Alors maintenant, pour les patients qui sont suivis de manière, disons, moins formalisée, pas trop en France, alors qu'il y a des pays où, en effet, systématiquement, à chaque visite de suivi, on recueille à la fois la qualité de vie, et puis, puisque nous parlions de l'expérience patient, il y a aussi un questionnaire qui a été élaboré par des collègues à Paris-Cité, hein, qui est sur le fardeau du traitement, treatment burden, et qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qui regarde à quel point suivre un traitement peut être difficile pour un patient et peut être une source de contraintes dans sa vie courante. Donc, je pense, alors il y a le côté donc suivi très formalisé, les patients sont dans des registres, les patients sont dans des cohortes, donc là c'est fait très largement, mais probablement ça pourrait être fait davantage. Et en revanche, c'est un peu moins formalisé et organisé pour le suivi là au quotidien des patients. Vous vouliez intervenir, Joël André-Vert, sur le sujet? Oui, éventuellement sur justement le lien avec la BNDMR, qui est en fait juste dans le cadre des accès précoces. On a assez rapidement compris qu'il fallait qu'on trouve les leviers pour que le recueil de données soit le plus ancré sur des choses qui existent déjà. Et il y a donc depuis très récemment en fait la possibilité désormais pour les accès précoces de s'adosser à la BNDMR et donc et d'utiliser pour le protocole d'utilisation thérapeutique pour les accès précoces, en tout cas déjà les critères qui sont utilisés dans cette base. Donc il y a effectivement des synergies qui peuvent être trouvées pour faciliter le recueil du point de vue des professionnels, mais effectivement aussi du point de vue des patients. La charge, qui est une charge en temps, mais qui peut être aussi une charge émotionnelle de remplir ces questionnaires, doit être pensée sur quelle est l'utilité la plus importante. Est-ce que c'est peu de questions? Quelle est la fréquence d'administration? Enfin, il y a des questions comme ça qui peuvent être réfléchies aussi dans le choix de l'outil qui va être proposé. Oui, je voulais rebondir sur la question de l'outil. Je crois que effectivement, si on veut qu'un patient remplisse un outil, encore faut-il qu'il ait une pertinence perçue. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut le co-créer, le co-créer dès l'origine en réalité cet outil. Si vous voulez mesurer un critère particulier, ben là encore le patient doit comprendre de quoi il s'agit. Et si on arrive un peu après en se disant bah oui c'est compliqué, on ne comprend pas pourquoi les patients ne remplissent pas, peut-être qu'on a raté une étape préliminaire qui est celle de l'avoir créé avec les patients, d'avoir déjà bien compris ce que c'était cette population, parce que en réalité la première étape me semble-t-il c'est vraiment d'être attentif à la population, à ses besoins, et une fois qu'on l'a déjà mis sur le papier, c'est de commencer à élaborer un questionnaire. C'est la méthodo académique en réalité, hein. Et seulement après cela, ben, on aura plus de chances d'avoir un outil qui soit pertinent pour tout le monde.
Et Jean-Philippe, dans la logique, et Thomas va peut-être réagir sur le point, mais dans la logique où l'outil serait parfaitement construit avec les associations de patients et le bon outil, parce que vous le soulignez, il est difficile d'avoir sur des échelles génériques des spécificités dans certaines pathologies, en particulier rares, mais pas que, associées à telle ou telle perception des patients. Dans la mesure où c'est construit de cette façon-là, qu'est-ce que vous en attendez, pardon de le faire de façon un peu générale, mais qu'est-ce que vous en attendez pour quel retour ça, qu'est-ce que ça doit apporter à la communauté collective, pas que des patients pour le coup. Est-ce que ça doit être un outil de décision publique sur des choix autour du médicament? Est-ce que ça doit être un outil qui revient aux industriels dans le sens, c'est à partir de votre médicament que vous devez faire évoluer vos protocoles, que vous devez faire évoluer vos développements, etc. Est-ce que c'est aussi un outil d'information qui permet de connaître collectivement la situation de la perception des usagers? Car tout ça est ouvert, bien sûr, et je vous laisse réagir là-dessus. C'est un peu tout ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas, me semble-t-il, faire reposer l'évaluation d'un médicament sur l'impression globale de changement d'un patient. Même si c'est un critère important qu'il faut prendre en compte, ça ne peut pas être un critère suffisant, je crois. Est-ce qu'il faut garder ça si on n'a rien d'autre? Probablement. En tout cas, là encore, il n'y a pas de réponse unique à une question complexe comme celle-ci. Si vous avez une population suffisamment large, que vous avez pris le temps de bien la comprendre, cette population, que vous avez déterminé les bonnes questions aux bons patients qui vont être capables de comprendre, parce que vous avez dans les maladies rares et dans les maladies en général, une hétérogénéité des maladies qui est réelle et très forte. En fait, c'est à chaque étape qu'il faut être attentif et toute la difficulté, c'est de vouloir faire entrer un cadre commun à quelque chose qui doit être du sur-mesure, en réalité. D'accord. J'ai une autre... Vous n'êtes pas beaucoup, pardon. Non, mais vous ne m'aidez pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que nos auditeurs qui sont nombreux non, ce simplement, soir il n'y a pas de réponse simple à cette question complexe. Et voilà. C'était pas du blanc noir dans le sens... ma question n'était pas posée ainsi, ou pardon de l'avoir fait comme ça, mais je sais bien qu'elle ne se résume pas comme ça. Peut-être, je vous engage à celles et ceux qui nous écoutent ce soir à poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas, elles seront relayées. Je vais ouvrir sur un autre champ d'interrogation qu'on a pu partager aussi un petit peu autour de la préparation de cette table ronde, qui est le sujet France dans l'Europe. Et rebondir sur 2-3 aspects. D'abord, parfois, dans certaines pathologies ou dans certains domaines, il est difficile de considérer avec suffisamment de robustesse des résultats de perception, qu'elles soient PROMS, même si elles sont très système dépendants, parce qu'on n'a pas toujours des échantillons non plus d'utilisateurs ou de personnes qui vont recevoir ces questionnaires suffisamment importants. Deuxième champ qui concerne peut-être la HAS et plus largement les industriels aussi, qui est la dimension du Health Technology Assessment européen et de l'introduction demain ou pas, question que j'ai envie de vous poser, Joël-André Vert, de cette dimension de l'utilisation des PROMS et des PRUMS dans l'assessment qui sera fait ou qui est en train de se mettre en place au niveau européen. Voilà. Et peut-être aussi, Isabelle, vous laisser réagir sur, compte tenu des publications académiques qui existent dans le domaine, est-ce qu'il y a des spécificités nationales qui sont des incontournables des PROMS et des PRUMS, qui font qu'à un moment, on ne peut pas aller apprécier la qualité d'un système de soins quand on est en Allemagne pour un système français, par exemple, si on regarde sur le côté système de soins, mais peut-être des spécificités qui sont des incontournables, qui font qu'à un moment, on restera ou on appréhendera ces questions-là. Beaucoup, on sera obligé de continuer à les appréhender au niveau national. Voilà, j'aimerais recueillir vos avis respectifs sur ces sujets-là et de me dire comment est-ce que vous voyez les choses. Je ne sais pas qui veut commencer. Thomas, oui. En fait, au niveau européen, il y a une certaine complexité en fait, puisque les PROMS sont des outils standardisés. Donc, c'est-à-dire qu'on va appliquer le même questionnaire à tous les patients européens. Donc, le questionnaire va être créé avec une association de patients ou des représentants de patients ou des experts de la pathologie. De toute façon, c'est essentiel pour comprendre au moins la population. Mais on doit arriver à un certain niveau de standardisation, malheureusement, entre les différents pays pour pouvoir collecter une donnée uniformisée, puisque c'est le même questionnaire qui sera posé à un Français, à un Allemand, à un Belge ou à un Néerlandais, qui sera retraduit dans chacune des langues, mais ce seront les mêmes questions et les mêmes critères. Donc il n'y aura pas forcément une adaptation très fine aux spécificités en fait, de l'écosystème dans lequel le patient vit dans son propre pays. Après, effectivement, c'est le travail justement d'adaptation qui est nécessaire pour justement avoir une bonne représentation des patients. Mais pour l'instant, les PROMS ne sont pas des questionnaires ouverts. En fait, ce sont des réponses assez manichéennes d'expression de ressenti, on va dire, un peu comme ça. Mais elles ne représentent pas fondamentalement
la spécificité d'un patient dans un écosystème. C'est le patient dans sa pathologie, quel qu'il soit, dans n'importe quel pays. Réaction. Joël André Vert, sur la partie intégration dans une appréciation européenne. Alors là, tout est en train de se construire. Et moi, je ne suis pas la technicienne de l'évaluation du médicament, donc je ne vais pas vous apporter de réponse précise ce soir. Ce que j'en sais en termes d'engagement des usagers, c'est qu'il y a quand même plutôt une volonté au niveau européen d'amener les usagers, pas seulement au niveau des commissions d'appraisal, d'appréciation au niveau national, mais aussi au niveau de la partie évaluation scientifique dans la partie assessment en anglais. Donc ça sera un plus au niveau de l'engagement. Au niveau des proms eux-mêmes, je ne vois pas pourquoi l'Europe s'arrêterait et refuserait les proms. Je ne vois pas du tout en quoi. Il y a un certain nombre de questionnaires, notamment les questionnaires de qualité de vie génériques, qui ont été extrêmement bien validés dans 140 ou plus de langues et qui sont non seulement traduits au sens linguistique du terme, mais qui sont aussi validés en termes métrologiques pour s'assurer que dans la traduction, on a toujours les mêmes performances. Donc, il y a déjà des questionnaires, mais effectivement, ça ne sera pas dans ce cas-là des questionnaires ad hoc pour un médicament donné, mais ce sera des médicaments des proms plus génériques. Et ça, voilà. En tout cas, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'utilisation des proms et des PREMS en général, et notamment pour les proms, on recommande d'avoir l'utilisation simultanée d'un proms générique associé à un PROM spécifique d'une pathologie donnée. Donc après, l'enjeu à discuter avec les patients, c'est quel est effectivement le temps que ça prend. Est-ce que le patient est suffisamment en forme pour pouvoir répondre à 8 questions, 12 questions, 25 questions, voilà. Ça, c'est des questions qu'il faut vraiment voir en fonction de à quel moment du parcours le médicament va pouvoir être proposé. Donc, ça va être des réflexions un peu au cas par cas sur le choix du PROMS. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont traduits, et pas seulement de la langue, mais aussi de l'adaptation culturelle. C'est-à-dire qu'un PROMS canadien francophone et un PROMS canadien français, c'est pas la même chose, parce que la neige, par exemple, ça n'a pas les mêmes impacts au Canada qu'en France. Voilà. Et ces choses-là culturelles sont extrêmement importantes quand on parle de qualité de vie. Bien sûr. Isabelle, sur la partie un peu plus européenne, ou la vision, qu'est-ce qu'en pense le monde académique? Pardon, Isabelle, vous représentez le monde académique. Qu'est-ce qu'en pense le monde académique aujourd'hui sur le plan, pas que des méthodes, mais des façons d'implémenter ces prompts au niveau international ou dans plusieurs pays, qui est une difficulté, qui est aussi une difficulté, je parle pour Thomas, qui peut être rencontrée par des entreprises qui sont, lorsqu'elles mettent sur le marché ou qu'elles expérimentent et qu'elles testent leurs produits, vite confrontées à cette dimension internationale. Alors oui, je dirais le premier point, c'est vraiment la validation. C'est-à-dire que vous avez cité tout à l'heure la première publication en 75. Bon, je dirais, en gros, il y a 40 ans de littérature sur comment faire un outil validé. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est des outils pas validés. Donc des outils bricolés, j'en prends un bout de celui-là, j'en prends un bout de celui-là, et youp, on fait une sauce. Donc ça, c'est vraiment... ça se fait, hein, on en a vu, et c'est pas possible. Donc il y a effectivement des règles sur comment construire un outil, comment les valider. Comme vous avez dit, il y en a déjà beaucoup, sauf en effet que pour certaines maladies, il n'y en a pas. Alors, on peut aussi refaire pour des maladies ultra rares. Il y a les approches mixtes, les études qualitatives. Ça, c'est aussi un outil académique et qui est disponible. Ensuite, sur ce que vous disiez sur les outils génériques, là aussi, on sait que quelqu'un qui dit sur, par exemple, les 5 dimensions de l'EQ5D, mobilité, autonomie, etc., quelqu'un qui coterait, un Français qui coterait 1, 2, 2, 1, 3, aurait une valeur qui n'est pas celle d'un Néerlandais. Et donc ça, c'est public, c'est publié, tout le monde le sait. Donc ça, on sait le faire sur les outils génériques. Sur les outils spécifiques de la maladie, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et plus fragile. Et effectivement, ce qui est un peu compliqué pour, je pense, à l'industriel, lorsque vous lancez un essai clinique
sur un paquet de populations de pays différents, c'est comment est-ce que vous allez vous sortir des réponses en effet aux questionnaires qui ont été faits, comment est-ce que vous les analysez de manière agrégée. Et là, effectivement, c'est un souci. Mais en gros, sur les outils, on a quand même beaucoup de choix et beaucoup de possibilités. Juste peut-être Jean-Philippe sur l'Europe, parce qu'il y a quand même une organisation européenne. Oui, bien sûr, Eurodis qui est quand même assez... Eurodis par exemple, et puis l'organisation depuis 2017 des réseaux européens de référence, hein, qui sont quand même des outils aujourd'hui supranationaux qui fonctionnent plutôt bien, dans lesquels nous, patients, sommes vraiment investis. Et la question des proms est au cœur des sujets du moment, enfin, comme d'autres, des registres et d'autres. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison. La question culturelle est importante, la question de la validation de l'outil est importante, mais la question même du besoin au sein d'une communauté de patients, et je pense aux maladies rares encore une fois, est elle aussi essentielle. De quoi avons-nous besoin collectivement, nous, malades, atteints de maladies rares, dans nos propres pays et collectivement. Et c'est pour ça que Eurodis est un élément important, bien sûr, mais c'est vraiment dans les réseaux européens. Aujourd'hui, vous retrouvez des cliniciens, des scientifiques, des associations de patients, tout ça sur l'autorité de la Commission européenne, je pense qu'on peut miser pour l'avenir, en tout cas. Alors, je vais prendre quelques-unes des questions. Et d'ailleurs, la première d'entre elles nous ramène sur l'Europe, puisque en lisant la question, il est précisé qu'il existe en Suède des registres nationaux par pathologie autour des PROMS et des PRUMS. La question est posée, est-ce que c'est des choses qui sont envisagées en France ou qui sont envisageables à mettre en place en France? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens? Est-ce que les uns ou les autres avaient des éléments de réponse? Thomas, petit point. C'est pas forcément quelque chose qui est structuré, mais c'est une vraie volonté en fait de tout ce qui est donné, c'est la mise en perspective des données. En tout cas, pour les données de vie réelle, c'est mettre en perspective en fait la voix et la vie du patient dans la compréhension de ces pathologies, puisque les données de vie réelle sont la vision du médecin du patient. Donc c'est très unilatéral. Réutiliser les prompts pour mieux comprendre la perspective propre du patient et contextualiser ces données, c'est quelque chose qui est important et qu'on essaye maintenant d'inclure pour la création de registres d'un point de vue industriel, puisque voilà. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment un défi et c'est un objectif majeur. Est-ce que l'exemple de la BNDMR, c'est pas un peu ce dont on parle sur l'exemple suédois que je ne connais pas, moi, Isabelle? Je ne sais pas si vous le... Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas trop encore de manière systématique de données patientes dans la BMDMR, mais en revanche, donc il y a été créée à Paris-Cité une chaire sur les PROM et les PREM. Et il y a un article 51, je crois, en cours avec le syndicat des ophtalmos pour essayer justement d'avoir un recueil systématique après chaque type d'intervention ou médicamenteuse ou chirurgicale de l'expérience patient. Alors, ce qui avait été fait sur les Suédois, c'est peut-être ce dont il parlait. Ça a été publié. Et donc, c'était aussi l'idée de lier, alors c'est là où on fait l'étape d'après, c'était l'idée de lier le remboursement aux résultats patients. Donc, et ça, c'est enfin, c'est pas du remboursement complètement, mais c'est un peu l'article 51 quand même. C'est-à-dire qu'on regarde un résultat et si tout se passe bien, bon, mettons une prothèse de hanche, et si tout se passe bien, au bout de 6 mois, l'hôpital reçoit le restant de la rémunération. Donc ça suppose d'avoir un système ultra bien construit et ultra verrouillé quand même. Je ne vous interrogerai pas, Joël André Vert, sur le sujet. Non, mais je dis ça parce que ce n'est pas nécessairement votre périmètre d'activité, mais on est sur le value-based pricing, sur des choses comme ça qui sont effectivement probablement une voie d'avenir importante sur des façons d'appréhender l'évaluation des médicaments et sa régulation. J'ai une autre question, alors très, très concrète aussi, de représentant de patients, j'imagine. Pour avoir répondu à des PREMS, comment pouvoir consulter les résultats? Ils sont où en fait les résultats des PREMS aujourd'hui qui ont fait l'objet ou qui ont pu être utilisés dans certains domaines? Alors pour les PREMS du dispositif ISATIS, donc géré par la Haute Autorité de Santé, les résultats nationaux sont mis à disposition sur le site de la HAS par l'espace Caliscope. Donc c'est un espace qui donne pour chaque établissement de santé, donne les résultats de la certification des établissements de santé et donne les résultats de l'expérience des patients dans ce domaine. Aujourd'hui, ça donne les résultats
quantitatif, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu voilà, combien de patients, je prends un exemple qui est la prise de décision partagée, combien de patients ont souhaité prendre la décision avec leur médecin, les décisions qui concernent leur santé, les décisions de traitement ou de prévention. 1 sur 2 va dire je souhaitais prendre part à la décision, et on regarde ensuite parmi ceux qui souhaitent participer à la décision, combien ont pu le faire. Et là, on est à 7 sur 10. Donc, on a encore une marge de progrès tout à fait conséquente. Donc, ces informations sont disponibles sur Internet pour tous les établissements de santé et sont accessibles à tous. Voilà, pour les PROMS, nous ne Et gérons... pour les patients, pardon, en même temps? Parce que les établissements les utilisent, eux, comme retour d'information, et les patients peuvent... Les patients directement n'auront pas leur propre... savent ce qu'ils ont répondu, ça déjà. Après, ce sur quoi on essaye de travailler avec les établissements, ou en tout cas, ça fait partie des projets, c'est de voir comment les établissements peuvent se saisir des commentaires libres associés à ce questionnaire, ce qui n'est pas voilà, ce qui est plus complexe à utiliser. Et donc, la Haute Autorité de Santé est en train d'élaborer un outil d'analyse grâce à certains outils d'intelligence artificielle pour réussir à catégoriser de manière plus automatisée les différents commentaires. Et ce qu'on espère, c'est justement un engagement des représentants d'usagers ou des patients partenaires au niveau des établissements de santé pour se saisir de ces résultats au niveau de l'établissement et travailler les plans d'amélioration de la qualité avec les établissements. Donc voilà ce qui est en ce moment en train de se faire autour des données des PREMS ISATIS. Les PREMS ISATIS, pour les PROMS autour du médicament, aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là, et l'AHS n'élabore pas de questionnaire de type PROMS et ne pense pas le faire à ce jour. Et les résultats des enquêtes PROMS, c'est un enjeu pour les associations de patients, comme vous le savez, sont aujourd'hui, par exemple, quand même, on peut signaler que pour les recueils de données de type PROMS, mais les autres aussi, dans le cadre de l'accès précoce, font l'objet d'un rapport de synthèse par les industriels qui sont mis sur le site de la Haute Autorité de Santé, mais effectivement sont mis sur le site de la Haute Autorité de Santé une fois la décision prise de renouvellement ou pas de l'accès précoce. Voilà. Donc pour l'accès précoce, c'est déjà le cas par les éléments de transparence que vous évoquez là. Je pose la question à Thomas aussi très concrète. Dans ce qui est fait par les entreprises autour de l'utilisation d'un certain nombre d'études à partir de PROMS, quelles sont les contraintes qui sont posées aujourd'hui ou que vous posez pour la communication de ces données-là, au-delà de la fait de les publier? Comme vous le rappeliez, Jean-Philippe, un certain nombre d'études ont été publiées. Des règles déjà Il y a des règles dépendant des entreprises finalement où chacun se doit ou pas de publier les résultats qui sont liés aux PREMS qui ont été collectés, aux PROMS qui ont été collectés, justement pour pouvoir avoir ce retour vers le patient puisque finalement il a participé. Donc voilà, mais c'est pas forcément systématique encore, c'est pas encore totalement rentré, et même si ça a un impact direct sur la création des études cliniques ou quand c'est rajouté dans les dossiers. L'information est disponible, mais elle n'est pas forcément très simple à détacher du reste du dossier, en fait. J'ai le sentiment sur ce sujet qu'on a tous des marges d'amélioration à avoir parce qu'on a connu ça il y a 15 ans sur les études cliniques. Les publications n'étaient pas toujours réalisées. En l'occurrence, maintenant, elles sont quasiment systématiquement réalisées, y compris lorsque le résultat de l'étude est négatif. Après, il y a aussi une difficulté d'acceptation de ces résultats dans certaines revues, même si vous faisiez état d'un nombre nettement plus conséquent de revues qui acceptent. Oui, c'était quantitatif. Après, je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde le dénominateur, c'est-à-dire le nombre d'études qui ont été réalisées pour voir celles qui sont publiées. Mais je pense qu'on a des choses à construire autour de ça. J'ai une autre question qui vient de nos internautes, qui est sur l'utilisation d'un certain nombre de questionnaires qui ne seraient pas nécessairement validés, qui sont portés par les associations de patients cette fois-ci, et qui ne sont pas nécessairement validés dans le sens académiquement. J'entends comme ça la question. Comment est-ce que les associations produisent des données qui ne sont pas issues de questionnaires valides? Comment savoir si elles sont utiles aux autorités? Donc les autorités, c'est Joël-André Vert. Excusez-moi, je me tourne vers vous spontanément. Comment ça se passe? Vous recevez parfois des... Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il y a des associations de patients qui ont construit des PROMS et qui les ont fait valider avec des conventions académiques. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et je salue ces associations qui justement
ont pu mettre ça en place parce que du coup, effectivement, c'est vraiment en fonction des besoins des patients que ces questionnaires ont été faits. Ça nécessite effectivement une très bonne collaboration entre les associations de patients et les académistes, enfin voilà, qui vont valider le questionnaire. Sur les questions de questionnaires qui ne seraient pas validés, très honnêtement, là, ça devient vraiment beaucoup plus technique. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'existe pas de PROMS spécifique d'une maladie et que néanmoins on souhaite pouvoir appréhender certains pans de la qualité de vie qui semblent importants aux commissions, notamment dans les études post-inscription. À ce moment-là, effectivement, se pose la question si des associations de patients ont fait des questionnaires qui ne sont pas encore validés. Voilà, c'est le choix du questionnaire. Voilà. Mais effectivement, s'il existe des questionnaires validés, et notamment des questionnaires spécifiques dans cette pathologie, je ne vois pas qu'on puisse favoriser l'utilisation d'un questionnaire non validé, parce qu'effectivement, l'interprétation des résultats devient extrêmement complexe, mais elles peuvent être très utiles dans un suivi clinique d'un patient donné, ce qui est une autre utilisation des PROMS. Oui, Jean-Philippe. Oui. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut conseiller à ces associations, c'est d'essayer d'abord de regarder s'il n'y a pas d'équipe académique intéressée par le sujet, et de rappeler que la Fondation Maladies Rares met chaque année régulièrement des appels à projets, notamment dans le domaine SHS, et que voilà, il faut explorer ces pistes-là. Si effectivement il n'y a pas d'outils et qu'on a besoin de les valider, c'est coûteux, c'est simplement du temps humain, c'est simplement du temps à consacrer. Donc il faut explorer toutes les pistes existantes aujourd'hui. Isabelle, vous vouliez réagir aussi ? Juste pour renforcer ça, c'est-à-dire qu'il faut il faut valider, parce que sinon, on ne sait pas quoi en faire. Mais juste pour dire très simplement, c'est-à-dire que quand vous faites la liste de tous les éléments importants pour vous dans une maladie, il y aura des redondances. Et donc, dans la validation d'un questionnaire, on a absolument besoin qu'il soit testé et retesté, et on élimine ensuite tout ce qui va être redondant pour garder uniquement des éléments de mesure qui mesurent des aspects disjoints de la qualité de vie, et ensuite être capable en effet d'en faire un score. Parce que comme à la fin on va donner à chaque ligne, à chaque question par exemple, une valeur, il faut que cette valeur corresponde à quelque chose. Donc c'est vraiment la validation qui permet de faire ça. Après moi je vous dis, enfin il n'y a pas un CHU en France où il n'y a pas quelqu'un dont c'est la passion. Donc, quel que soit le site, la ville, etc., il y aura toujours un centre universitaire avec quelqu'un qui travaille là-dessus. Hein. Donc, il faut vraiment faire ce que vous disiez, répondre aux appels d'offres et faire la validation, je pense. Mais si on se met quand même dans la perspective, j'ai 2 questions à nouveau des patients, j'imagine de patients ou d'associations de patients ici présentes. Des associations de patients, parce qu'on va dire qu'entre industriels, équipes académiques, etc., les choses sont peut-être plus faciles en termes d'interaction, mais quand on est une petite association, j'imagine, et je parle sous votre contrôle Jean-Philippe, c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, les questions qui sont là, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître les PROMS et les PROMS qui existent dans notre domaine thérapeutique, dans notre champ pathologie ou maladie. Comment est-ce que où pouvons-nous trouver les questionnaires, se procurer les PROMS et les PROMS si les médecins n'en parlent pas? Autre question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les questions. Alors, quelques éléments de réponse, indications. Jean-Philippe, Thomas? Peut-être sur les maladies rares, rappeler que toutes les maladies rares n'en bénéficient pas, mais enfin, vous avez aujourd'hui les PNDS, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, dans lesquels vous retrouvez l'essentiel des renseignements concernant votre pathologie. Conseiller peut-être... là encore, de se rapprocher. Nous avons la chance en France, et ce n'est pas une chance, c'est qu'on s'est bagarré pour ça, d'avoir eu 3 plans nationaux maladies rares, le 4e est en gestation, et donc d'avoir une organisation qui est plutôt solide, avec des centres experts, des centres de référence, des centres de compétences, des filières de santé maladies rares, et d'essayer de se rapprocher comme association de ces experts, de ces centres-là, pour en savoir un peu plus. Après, vous avez
bon, des petites choses qui sont toutes simples, c'est d'aller voir dans votre champ pathologique quelles sont les publications qui existent, ce qu'on a pu mesurer dans le champ de votre pathologie, quels sont les outils qu'on a utilisés, est-ce qu'on a mesuré la qualité de vie dans votre pathologie, si c'est vous évoquiez tout à l'heure des échelles génériques, je pense au SF36 qu'on met à peu près à toutes les sauces. Bon, est-ce que c'est pertinent? Si oui, ben c'est très bien. Si ça n'est pas pertinent, peut-être qu'un autre auteur a utilisé un autre outil. Mais peut-être le plus construit, c'est d'essayer de se rapprocher d'équipes académiques, enfin médico-académiques d'une certaine manière. Thomas, un complément? Non, en écoutant les questions, en fait, il y a quelque chose qui est un peu sous-jacent, c'est effectivement la volonté des patients d'exprimer leur voix et la difficulté en fait de remplir ces questionnaires, parce que c'est une démarche complexe finalement de remplir un PREMS. Il faut aller voir les équipes académiques, remplir le questionnaire dans un cadre un peu contrôlé. C'est une démarche vraiment volontaire et qui est peut-être de moins en moins compréhensible vis-à-vis des patients quand on considère la numérisation des parcours de soins ou des parcours de vie en fait dans les habitudes quotidiennes. Les patients effectivement souhaitent exprimer leur point de vue, leur vision, leur ressenti, et finalement c'est un peu encore compliqué de par la méthode de collecte pour eux de le faire, à part que ce soit une démarche. Je pense qu'il y a quelque chose de très important que Madame Zalensky a dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a d'autres outils et que le recueil qualitatif d'éléments de qualité de vie, c'est quelque chose qui peut être extrêmement riche. Et donc, peut-être qu'il faut que je nuance ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de la collecte d'informations qui sont faites par les associations, qui ne sont pas fondées sur des outils validés, donc sur lesquels on ne va pas faire de statistiques, voilà, mais qui vont être extrêmement riches parce qu'elles sont qualitatives et vont apporter des éléments qui ne seraient jamais venus autrement. Donc voilà, c'est peut-être que, enfin, je ne sais pas ce qui était entendu par les PREMS utilisés, enfin faits par les associations. Donc je voudrais surtout pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est-à-dire que ce recueil de données qualitatives qui est fait par les associations, soit en focus group, soit par des questionnaires assez libres, et qui est analysé par les associations, sont extrêmement riches d'informations et que nous allons, nous, utiliser lorsque les associations contribuent à l'évaluation du médicament, par exemple. Oui, Isabelle, un petit mot. Oui, oui, pour compléter ça, il y a une source d'information à laquelle nous n'avons pas accès du tout. Donc, mais je suis convaincue que c'est ultra riche, ce sont les forums. Hein. Et donc là, c'est forum fermé, donc voilà, impossible. Mais en revanche, je pense que les patients qui sont sur ces forums peuvent justement générer les éléments d'une approche qualitative et éventuellement la construction d'un questionnaire. En fait, la construction d'un questionnaire, ça passe toujours par une phase qualitative, de toute façon. Donc, cette phase-là, je pense qu'il y a des données ultra riches dans les forums et qu'on ne les connaît pas. Hein. Oui, Jean-Philippe, un mot. Juste pour dire que nous n'avons pas parlé de la nécessité de faire monter les associations en compétence justement sur ces sujets-là, parce que ce sont, et on voit bien, des sujets quand même assez techniques. Et quand on est une petite association, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas cette technicité. On est juste des malades qui voulons faire avancer un sujet qui nous concerne. Et donc là encore, je pense que collectivement, alors à l'HAS, vous mettez en ligne des outils qui sont vraiment intéressants, mais encore faut-il s'y plonger, voyez, s'en imprégner, etc. Du coup, là encore, c'est vraiment d'intérêt général de faire monter en compétence les associations, d'abord pour bien comprendre de quoi on parle, pour bien comprendre effectivement qu'elles peuvent avoir un rôle, et vous l'avez très bien dit, hein, et que c'est un rôle important. Si ça n'existe pas, peut-être que voilà, il faut le créer. Hein, c'est Alice au pays des merveilles. Hein, et si ce monde n'existe pas, qu'est-ce qui nous empêche de le créer, hein? Très bien. Ça aurait pu être notre mot de conclusion, mais c'est un peu tôt, hein. J'ai encore une ou deux questions. Merci Jean-Philippe. Une question qui revient, alors je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est peut-être une question ou plus un commentaire, de la difficulté du caractère chronophage de la contribution des associations de patients à l'évaluation d'un médicament dans le cadre des différentes portes qui sont ouvertes. Et on sort probablement aussi du cadre des PROMS et des PREMS en évoquant ce point-là, mais je me dois aussi de le relayer, même si vous le connaissez parfaitement, j'imagine, à la HAS sur le sujet. Vient aussi une question sur comment est-ce que, ou des questions, j'en ai vu passer deux, sur comment est-ce que demain les PREMS seraient aussi intégrés à l'évaluation d'un médicament,
Première question. Et autre question, comment est-ce qu'on peut faire augmenter l'intégration, ou comment est-ce que, je vais la reformuler précisément, l'intégration ou la prise en compte des PRUMS dans l'évaluation d'un médicament? Alors, je sais qu'on va vite rentrer dans le sujet propre au système d'évaluation existant. Je ne sais pas si, Joël Andrévert, vous avez quelques commentaires à faire. Est-ce qu'il y a des réflexions à l'HAS sur la façon dont on veut incrémenter les dispositifs existants, des doctrines d'évaluation, de la prise en compte des PRUMS et des PRUMS demain? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez indiquer à nos internautes sur le sujet? Ils sont, dès lors que c'est déjà dans les protocoles de recherche, ils sont pris en compte comme les autres critères de jugement. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Ils sont pris en compte par les commissions. Je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir... Qu'est-ce qu'on attend du PREMS ou du PROMS? Le PREMS sur le médicament, effectivement... sur les difficultés, je pense que sur le fardeau du traitement, c'est tout à fait pertinent. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on en attend? C'est-à-dire, c'est pas forcément utile de savoir qu'il y a 50 patients ou 100 patients ou 100 000 patients qui estiment ceci ou cela, pour faire basculer une décision dès lors que sur le plan qualitatif, on sait que tel traitement qui est pris 12 fois par jour, je dis quelque chose d'un peu absurde, mais va être beaucoup plus complexe à suivre qu'un traitement qui va demander une prise tous les 2 mois. Enfin bon, évidemment, je caricature extrêmement, mais donc cette information, est-ce que c'est utile de recueillir un PREMS auprès de X patients, de demander à X patients de passer au moins 15 minutes tous les 3 semaines alors que ça n'a pas besoin d'avoir ce niveau de statistiques descriptives pour se dire que oui, c'est important à prendre en compte dans l'évaluation de ce médicament. Donc je crois qu'il faut aussi rester raisonnable sur qu'est-ce qu'on veut mesurer, et qu'on reste raisonnable dans ce qu'il importe de mesurer. Voilà, c'est pas utile de mesurer quelque chose dont on sait la valeur par ailleurs. Très clair, merci. Peut-être on va respecter nos engagements d'un webinaire d'1 heure. C'était aussi une demande d'un certain nombre d'associations de patients, et pas que d'ailleurs. Il est déjà 19 h premièrement. Et puis c'était de faire un format court pour pouvoir laisser aussi tout ça chronophage. On avait employé le mot tout à l'heure. Mais je vous demande juste un petit mot de conclusion, si vous souhaitez les uns et les autres, de nous faire part de perspective, ou Isabelle. Donc pour les associations, n'hésitez pas à contacter effectivement des universitaires via éventuellement la filière maladies rares, puisque chaque maladie rare a sa filière et une tête de pont, et qui vous fera un relais sur les équipes académiques. Et je vous assure vraiment, dans tous les CHU, il y a des gens passionnés par ça et qui sont très prêts à travailler avec les associations de patients. Merci Isabelle. Joël Andrévert. Je pense l'intérêt de clarifier ce qu'est un PROMS, oui, donc en termes de résultats de santé et le ressenti. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est... il y a des données de ressenti qui peuvent être tout à fait factuelles. Voilà, j'ai mal. C'est du ressenti et c'est quand même extrêmement important à mesurer. Donc, je ne voudrais pas qu'on ait l'idée que les PROMS, c'est uniquement des résultats factuels tels que je peux aller à l'école ou je ne peux pas aller à l'école, ce qui est un autre PROMS très important, par exemple, sur le plan... Voilà. Donc, je pense que dans les PROMS, on peut avoir du ressenti aussi et pas qu'un élément très factuel observé par un observateur externe. Thomas, un petit mot de conclusion? Non, mais pour dire que les PROMS, je peux pas trop m'exprimer, mais les PROMS, pour les industriels et l'industrie en général, et je pense que pour nous tous, c'est un élément essentiel qui doit continuer à se développer, à être intégré de plus en plus à chaque étape de la compréhension du parcours patient pour mieux aller vers le patient, puisque en fait, on va vers la médecine personnalisée sur des pathologies de plus en plus rares, et une compréhension fine de ces populations est essentielle. Merci. Jean-Philippe Lançon. Bon, dire que la mobilisation des patients sur le sujet est totale et que c'est une question parfois de vie ou de mort, de survie, de qualité de vie, et que
Donc voilà, que c'est un engagement collectif de la part des autorités, de la part des industriels, de la part des académiques bien entendu, et que c'est vraiment par un travail collectif et commun que demain nous aurons accès le plus précocement possible, quand c'est nécessaire, à des médicaments dans les meilleures conditions. Merci, très sincèrement, merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez nombreux ce soir à nous suivre. Je vous remercie d'être restés, d'avoir participé à ce webinaire jusqu'à 19h ce soir. Comme je vous l'annonçais en introduction, vous aurez une deuxième séance de webinaire qui portera plus sur les méthodes, sur les modalités de recueil, et vous étiez un certain nombre à poser des questions autour de ça. Cette réunion, ce prochain webinaire se tiendra lundi prochain, 13 novembre, de 18h à 19h à nouveau. Et par ailleurs, cette session a été enregistrée, donc tout à fait accessible très prochainement à toutes et tous. Merci beaucoup, merci à tous les quatre et très bonne soirée à tous. Au revoir.